Le 11 février 2010, dans la ville de Greensburg, Pennsylvanie, un événement tragique s'est produit. Un chauffeur de camion a remarqué un objet étrange dépassant d'une poubelle située sur un parking près d'une école. En s'approchant, il a fait l'horrible découverte d'un corps de femme dans le conteneur. Il a immédiatement alerté la police. La victime s'appelait Jennifer Dougherty. Née en novembre 1979, elle souffrait d'un trouble du développement neurologique qui la rendait déficiente intellectuelle. Au moment de sa mort, à l'âge de 31 ans, son niveau émotionnel et intellectuel correspondait à celui d'un enfant de 14 ans. Malgré son handicap, Jennifer fréquentait une école ordinaire, ce qui était déjà une grande réussite pour ses parents aimants. Cependant, son enfance fut difficile. Elle était souvent harcelée et moquée par ses camarades, rentrant parfois de l'école en larmes, les cheveux couverts de chewing-gum ou même battue en raison de sa vulnérabilité. Personne à ce moment-là, ni le chauffeur ni les policiers, ne pouvait imaginer les atrocités que cette femme fragile avait dû subir avant de mourir dans d'atroces circonstances. La suite de l'enquête allait révéler l'ampleur insoutenable de son martyre. Jennifer était une personne très confiante. Selon sa mère, elle essayait de ne voir que le bien chez les gens. Il est important de noter que Jennifer a grandi dans les années 80, à une époque où Internet n'existait pas tel qu'on le connaît aujourd'hui. À cette période, les enfants ne passaient pas leur temps sur les téléphones et les gadgets. Ils pouvaient glaner des informations dans les livres, à la télévision ou auprès de leurs amis et parents. Il est difficile de juger dans quelle mesure la société américaine, et les enfants en particulier, étaient informés sur les problèmes des personnes handicapées. Bien sûr, il y a toujours eu des enfants handicapés, mais en général, ils suivaient une éducation à domicile s'ils en étaient capables. Le harcèlement de COS enfants était courant. Dans la cour, il y avait toujours un perturbateur qui s'en prenait à l'enfant différent, tandis que les autres formaient une meute pour observer et parfois encourager le harceleur. De nos jours, grâce à la télévision et à Internet, les enfants, les adolescents et les adultes sont globalement mieux informés sur les problèmes des personnes handicapées. Ainsi, une personne souffrant d'un handicap moteur ou d'infirmité cérébrale n'attire plus autant l'attention qu'auparavant. Alors que de nombreux camarades de Jennifer devenaient plus méfiants envers le monde extérieur en grandissant, elle, au contraire, n'a jamais perdu cette étincelle magique dans les yeux, propre à la plupart des enfants. La majeure partie des habitants de Mount Pleasant, la petite ville où la jeune fille est née et a grandi, connaissaient son handicap, mais la traitaient avec bienveillance. Vivant dans cette petite ville, Jennifer pensait sûrement que le reste du monde, au-delà de sa ville chérie, était peuplé de gens tout aussi gentils. C'est pourquoi sa mère et sa sœur, soucieuses de sa sécurité, lui demandaient toujours avec qui elle se liait. Malgré tout, sa mère était une femme avisée qui ne la surprotégeait pas et faisait tout pour que sa fille mène une vie normale. Peu avant la tragédie, Jennifer lui avait dit qu'elle avait de nouveaux amis à Greensburg, une ville voisine. Ils étaient 6. Jennifer avait également informé sa mère qu'elle irait à Greensburg pour consulter un dentiste et voir ses amis, et qu'elle rentrerait à la maison le lendemain. Avant de partir, elle laissa un mot à sa mère avec ces mots. « Maman, j'espère que tu auras une bonne journée au travail et je t'aime très fort. Avec amour, Jennifer. » Analysons qui étaient ces nouveaux amis qu'on appellera plus tard la Sixte de Greensburg. Melvin Knight était de 10 ans plus jeune que la victime. Quand Melvin est né, son père, toxicomane, était en prison. À l'âge de 5 ans, Melvin a subi un traumatisme crânien après être tombé d'un véhicule en mouvement. Suite à cet incident, il a développé des problèmes d'apprentissage et de socialisation. Amber Merody était de 11 ans plus jeune que la victime. Amber a rencontré Melvin dans un refuge pour sans-abri dans l'État de Washington. Après avoir rassemblé leurs affaires, ils ont décidé de partir ensemble faire un voyage à travers le pays, en quête d'une vie meilleure. En janvier 2010, Melvin et Amber se sont retrouvés en Pennsylvanie. Amber a pu trouver un logement à Greensburg grâce à un ami nommé Ricky. Il est mentionné dans les sources qu'Amber a rencontré Ricky en prison, mais les circonstances de leur rencontre en prison ne sont pas très claires.
Nous en venons maintenant au troisième membre de la Sixte, Ricky Smyre. Ricky était de 7 ans plus jeune que la victime et a eu une enfance difficile. Sa mère se prostituait et son père faisait partie d'un gang de Pittsburgh. Les parents l'ont pratiquement abandonné dès sa naissance. Le garçon a erré de famille d'accueil en famille d'accueil, où, selon ses propres dires, il a subi des violences physiques. À l'âge de 6 ans, il a commencé à boire de la bière, à prendre de la cocaïne, de l'héroïne et de la marijuana. Attendant, on lui a diagnostiqué un trouble de stress post-traumatique. À ce moment-là, il avait déjà suivi plus d'une centaine de séances avec un psychothérapeute. À 11 ans, il a commencé sa carrière criminelle en cambriolant la maison d'un voisin. La même année, il a commis une agression sexuelle sur une femme, l'entraînant dans le sous-sol de sa propre maison. Ricky a été retrouvé, arrêté et incarcéré dans une prison pour mineurs. L'emprisonnement a aggravé ses problèmes psychologiques. À un moment donné, il a déclaré que 7 personnalités différentes vivaient en lui. Ricky était en couple avec Angela Marino, qui avait 13 ans de moins que la victime. À l'âge de 13 ans, Angela a été renversée par un camion et a subi un traumatisme crânien. Elle a commencé à fréquenter Ricky lorsqu'elle a eu 15 ans. Ils n'ont pas caché leur relation aux autres car ils craignaient que Ricky ne soit poursuivi pour attentat à la pudeur sur mineurs. Parmi leurs connaissances, Amber et Melvin étaient au courant de cette relation. C'est ainsi qu'est né le groupe impliqué dans le meurtre de Jennifer, auquel participaient également Peggy Miller, 13 ans plus jeune que la victime, et Robert Loren Masters Jr., qui lui était de 14 ans l'aîné, ayant 37 ans au moment du crime. Jennifer a rencontré ces personnes de la manière suivante. Lors d'un de SS voyages à Greensburg, elle a croisé Angela à un arrêt de bus. Elles ont engagé la conversation et ont découvert qu'elles avaient beaucoup d'intérêts en commun. Après s'être séparées, elles ont continué à garder contact. Elles sont restées en contact, parlant pendant des heures au téléphone. Plus Jennifer se rendait dans la ville voisine, plus elle voyait fréquemment Angela. À son tour, Angela a présenté Jennifer à ses amis. Le matin du 10 février, Jennifer a préparé un sac de voyage et posté un message sur son profil MySpace disant « Il est temps de tout recommencer à zéro, de se faire de nouveaux amis et de n'avoir peur de rien. » Ensuite, elle a écrit le mot à sa mère dont nous avons déjà parlé, indiquant qu'elle reviendrait le lendemain après le déjeuner. Dans sa lettre, Jennifer a laissé les coordonnées de son ami au CAS où il y aurait une situation d'urgence. Son beau-père l'a conduite à la gare routière. Après l'avoir embrassée sur la joue, elle lui a dit au revoir et est montée dans l'autocar. L'expert légiste qui a examiné le corps a noté que la victime avait été torturée avant d'être assassinée, recevant plusieurs coups de couteau. Personne dans la famille Doherty ne pouvait croire que les nouveaux amis de Jennifer puissent être impliqués dans cet horrible meurtre. La famille était convaincue que Jennifer était tombée entre les mains d'un tueur en chemin pour rejoindre son ami. Les enquêteurs ont appris l'adresse de l'ami auprès des parents de la victime et se sont rendus chez Angela. Celle-ci a refusé de témoigner, mais Amber a fait des aveux. Notons que l'enquête a pratiquement résolu l'affaire sur le champ, car les criminels, comme vous pouvez le comprendre, n'étaient pas très malins. Amber a raconté que Jennifer était bel et bien arrivée chez elle et qu'elle l'avait accueillie à la porte. Quand Jennifer est entrée, Angela a verrouillé la porte. C'est à partir de ce moment que l'enfer a vraiment commencé pour Jennifer. La Sixte de Greensburg, comme on les a surnommés, CS6 soi-disant amis, l'ont entourée et ont commencé à la tourmenter. La situation a immédiatement dégénéré. Tout d'abord, ils ont arraché le sac à main de Jennifer, lui prenant tout son argent et son téléphone portable. Ensuite, ils ont commencé à verser dans le sac tous ceux qui leur tombaient sous la main. Limonade, boissons alcoolisées, vernis à ongles, savon liquide, puis les coups ont commencé à pleuvoir. Angela et Amber se sont mises à frapper Jennifer tour à tour avec un cintre, un tuyau d'aspirateur, des béquilles. Ils déversaient divers liquides sur la tête de leur victime et la forçaient à boire des produits ménagers, puis de l'huile végétale. Pire encore, ils ont contraint Jennifer à boire de l'urine, puis à manger des excréments. Jennifer essayait de se défendre, mais que pouvait-elle opposer à ces 6 misérables?
À un moment donné, elle a réussi à frapper Amber au ventre. Celle-ci est entrée dans une rage folle, hurlant qu'elle était enceinte. Ils ont alors ligoté les mains de la victime avec des décorations de Noël, l'empêchant ainsi de se débattre davantage. Ils lui ont ensuite rasé le crâne et barbouillé le visage. La malheureuse femme pleurait et suppliait le groupe d'arrêter ses tourments. Melvin lui a enfoncé un bâillon dans la bouche, l'a complètement déshabillée et l'a violée sous les yeux des autres. Après quoi, il a déclaré avoir besoin de prendre une douche car il était couvert d'immondices. La femme n'eut qu'un bref répit avant la prochaine vague de violence et d'abus. Puis la Sixte de Greensburg s'est retrouvée face à un choix. Relâcher leur victime humiliée en espérant qu'elle ne parlerait à personne des atrocités subies ou bien la tuer pour se débarrasser du témoin gênant à jamais. Ils ont pris cette décision en présence de Jennifer qui les implorait de la libérer. Mais les membres du gang comprenaient qu'il serait trop risqué de laisser un témoin en vie. Le matin du 11 février, le sort de Jennifer fut scellé. Les 6 membres du groupe ont voté à l'unanimité pour son meurtre. Il ne restait plus qu'à choisir le moyen de mettre fin à ces jours. Ils ont contraint leur otage à écrire une lettre d'adieu, espérant que la police croirait à un suicide. Aucun d'eux ne s'est interrogé sur les marques de coups visibles sur le corps de Jennifer, ni sur le fait qu'une victime s'étant elle-même poignardée ne finirait pas dans une poubelle. Quand Jennifer eut terminé sa lettre, Ricky a tendu un couteau à Melvin, lui faisant signe de porter le coup fatal. Melvin a hésité, car ôter la vie n'est pas si simple. 16 monstres ont alors décidé de droguer Jennifer avec des somnifères mélangés à sa nourriture. Une fois endormie, Melvin lui a asséné 3 coups de couteau dans la poitrine et un dans la gorge. Mais cela ne suffisait pas à assouvir la soif de cruauté de CS tueurs. Je reviendrai sur le mobile du crime plus tard. Les sévices se sont poursuivis sur le cadavre. Ils ont de nouveau enroulé Jennifer dans des guirlandes électriques. Angela a déclaré que la défunte servirait de sapin de Noël pour décorer leur chambre. À leur grand désappointement, les lumières ne se sont pas allumées. Angela a alors glissé la lettre d'adieu dans la poche arrière du jean de Jennifer. Ils ont ensuite transporté le corps jusqu'à une zone de containers à ordures située près d'une école. Si le chauffeur de camion ne l'avait pas découvert, ce sont probablement des enfants qui auraient fait cette effroyable découverte. Les enquêteurs ont tenté de comprendre ce qui avait pu provoquer une telle sauvagerie. Selon une théorie, ce crime a été motivé par la haine de la déficience mentale de la victime. Le groupe des 6 a décidé de s'acharner sur elle, sachant pertinemment qu'elle serait incapable de se défendre. Bien sûr, même une femme en bonne santé aurait eu du mal à leur tenir tête. Regardez leur visage, le handicap de leur victime leur conférait un sentiment de supériorité et d'impunité. Selon une autre version, le meurtre aurait été commis par jalousie. Angela aurait remarqué que sa nouvelle amie Jennifer semblait développer un intérêt romantique envers son petit ami Ricky. Celui-ci faisait tranquillement l'amour avec Angela quand elle n'était pas là. Mais un jour, Angela, la petite amie de Ricky, a entendu par hasard une conversation téléphonique entre Ricky et Jennifer. Elle a cru que sa nouvelle amie essayait de lui voler son copain. Angela a alors décidé de remettre cet arriviste à sa place. Pour cela, elle a convaincu ses 5 autres amis de participer au harcèlement, voire au meurtre de Jennifer. Initialement, ils ne projetaient pas de la tuer. À ce stade, l'affaire était considérée comme l'un des crimes les plus abominables de Pennsylvanie. L'acte d'accusation global contre ces sadiques et meurtriers comprenait enlèvement, viol, torture et assassinat. Au cours du récit, nous nous sommes attardés sur 4 des participants à ce règlement de compte sanglant. Robert Masters Jr. et Peggy Miller ont également été tenus pour responsables. Bien qu'ils n'aient pas participé à la planification du crime, ils étaient présents et n'ont rien fait pour l'empêcher. De plus, d'après les autres membres du gang, Masters et Miller ont aussi voté pour le meurtre de Jennifer. Lors du procès, les avocats de la défense ont tenté de plaider que leurs clients avaient peur de contredire Angela et Ricky. Amber a vite compris que pour espérer une moindre clémence, elle devait plaider coupable sur tous les chefs d'accusation. Amber a affirmé que la responsabilité de l'organisation des tortures et du meurtre subséquent de Jennifer incombait entièrement à Angela. Selon Amber,
C'est Angela qui a conçu le plan et dirigé les opérations. Le tribunal a effectivement admis qu'Angela était l'instigatrice du crime. Les 6 ont reconnu leur implication dans l'affaire.